Alors, on va parler CX et IA, le mariage du siècle. Où est-ce qu'on met l'humain ou au contraire, où est-ce qu'on met la technologie et inversement? Quelle est la valeur ajoutée par l'intelligence artificielle? On rêve tous d'avoir demain des téléconseillers augmentés, des gens qui pourront évidemment piloter les bots et apporter leur expertise et être enrichis. Donc l'homme augmenté, c'est ce qui nous arrivera demain. Si vous voulez bien vous présenter tous les trois, on commence par Vincent. Bonjour à tous. Donc, Vincent Gir, CEO et cofondateur de Coldesk. Donc, chez Coldesk, on développe en fait une technologie d'intelligence artificielle depuis à peu près 3 ans pour automatiser les appels simples et répétitifs dans les centres d'appel pour que les agents puissent se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Michael. Michael Pupin, en charge de la performance de la relation client, donc actuellement, et je vais évoluer vers de nouvelles missions prochainement. En performance de la relation client, on a 3 volets. Il y a la partie dimensionnement des centres d'appel, dynamiser les canaux de contact. On n'a plus le droit de parler de centre d'appel. Même le président de Schneider ne le prononce plus. Donc, centre de relation client. Dynamiser donc les canaux qui génèrent la satisfaction client, tous les projets des outils relation client, donc les canaux de contact utilisés par les clients ou les outils utilisés par les conseillers au quotidien. Et enfin, donc, la satisfaction produite par les centres de contact. Et Raphaël Collat, qu'on connaît depuis tellement longtemps. Et alors, moi, je suis sur l'étagère, c'est comme le vieux bibelot. Ouais, voilà. On te ressort de temps en temps, mais avec un tel plaisir. On peut se permettre, on se connaît depuis longtemps. Voilà. Donc, je travaillais avec Muriel Barnéou au sein de la direction de l'engagement sociétal. Je pense que c'est le futur de l'expérience client. Tu parles de sens. Avec Muriel, la réflexion qu'il y a eu et avec le COMEX, c'est que la satisfaction du client, c'est un des biens communs de l'entreprise. C'est la responsabilité sociale. La satisfaction client, ça en fait partie. Et l'expérience client, on l'a vu plusieurs exemples depuis ce matin, il y a une responsabilité considérable qui est engagée de l'entreprise, de l'organisation, c'est-à-dire de la marque et des prestataires qui délivrent l'expérience, une responsabilité considérable dans le fait de délivrer une prestation, un service et de faire vivre, de faciliter la vie des clients. D'où effectivement mon positionnement à l'engagement sociétal. Donc je pense qu'on reparlera du sens. L'humain avant tout. Voilà. Alors Vincent, où est-ce qu'on en est dans l'IA? Je sais que toi tu as fait des études aussi aux États-Unis. L'IA c'est ta passion. Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Et quelle est la différence aussi entre on voit les callbots, les chatbots, les messenger bots, les je sais pas quoi, trou du bot, ce qu'on veut. Enfin, oui, jusqu'où on inventera des bots demain? Alors en fait, l'IA, je pense que c'est un terme assez générique, donc qui se spécialise dans chaque secteur d'activité. Nous, la façon dont on définit l'IA, et ce n'est pas une définition à prendre chacun peut avoir sa définition. Nous, la définition de l'IA pour nous, c'est en fait utiliser des technologies, des algorithmes d'apprentissage pour réaliser des tâches que jusqu'à maintenant, seul l'humain pouvait faire. Et dans notre cas, ça passe par la mise à disposition d'un voice bot dont la finalité première est de délivrer la meilleure expérience client. Voilà. Mais avec des contraintes qui sont essayer de mettre à disposition ce voicebot le plus rapidement possible. Donc, les ordres de grandeur, c'est 1 mois, 2 mois maximum, en demandant très peu d'implications, beaucoup d'implications, mais très peu de travail de la part de nos clients directs pour mettre en place ce voicebot. Donc, sur l'apprentissage, donc si on rentre un peu dans comment ça fonctionne et pourquoi c'est de l'IA, pourquoi il y a de l'apprentissage, rapidement, pour vous dire un peu comment ça fonctionne, on a 3 étapes d'apprentissage. Une première étape qui est de l'apprentissage non supervisé. On utilise des technologies de deep learning avec des réseaux de neurones, vous en avez déjà entendu parler, pour entraîner un voicebot générique, donc qui va être capable de comprendre le français. Voilà. On part de ce voicebot ensuite et on va l'entraîner de manière supervisée avec quelques exemples d'intentions qui sont propres au domaine d'activité de nos clients pour créer une première version fonctionnelle d'un voicebot, donc qui va être capable d'avoir une conversation et qui ne va pas encore être très performant, il ne va pas remplir la promesse d'expérience client qu'on recherche. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va envoyer des appels à ce voicebot. Et là, on recommence à nouveau de l'apprentissage automatique.
Et ce qu'on trouve fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, avec une cinquantaine d'appels, on arrive déjà à avoir un voicebot qui est fonctionnel, qui donne une très bonne expérience client, donc avec des taux de compréhension de 90%, des taux de succès métier de 80%. Donc voilà, on a différentes étapes d'apprentissage, et en ayant déployé ces différentes étapes, on arrive à mettre ça en œuvre de manière finalement rapide, avec un temps projet de 1 à 2 mois, sur des interactions qui sont bien plus complexes que ce qu'on avait l'habitude de faire avant, par exemple avec un SVI en langage naturel, qui prenait aussi beaucoup plus de temps à configurer. C'est des interactions complexes, mais qui restent simples encore, heureusement, par rapport à ce que peut faire et ce que doit faire un humain, justement, quand le voicebot n'est pas capable de répondre aux appels On simples. prend quelques exemples, peut-être Mickaël, Raphaël, et puis après on reviendra sur peut-être d'autres exemples qui sont dans d'autres domaines. Oui, en fait, chez Oui SNCF, pour resituer le contexte, lorsqu'on a changé de marque, donc c'était en décembre l'année dernière, on est passé de Voyage SNCF à Oui SNCF, avec de fortes promesses de devenir le compagnon de voyage des Français, vraiment dans la personnalisation, l'instantanéité, l'ubiquité, d'être disponible sur tous les canaux qu'utilisent nos usagers. Et en relation client, il y avait une nouvelle promesse qui était d'être très disponible. Donc très disponible, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas avant. On était ouvert jusqu'à 20h, sauf sur les réseaux sociaux jusqu'à 22h. La problématique qu'on a eue, c'est qu'on ne savait pas comment se comportaient nos clients vis-à-vis de la direction de la relation client, enfin, pour contacter les services clients. Cette nouvelle promesse, qu'est-ce qu'elle allait engendrer ? Donc, est-ce que les clients qui achetaient à minuit appelaient dans la foulée ? Est-ce qu'ils appelleraient le matin ? Donc, on avait vraiment une nouvelle problématique qu'on ne connaissait pas. Donc, on a accentué nos dispositifs pour développer l'autonomie client qu'on faisait déjà très bien sur le site web avec une aide en ligne sous forme de chatbot, des espaces de FAQ, des fonctionnalités self-care qu'on a développées pour rendre le client le plus autonome possible. Mais on n'échappe pas aux clients qui vont googliser votre numéro de service client et qui vont arriver directement sur votre call center alors que vous avez déployé plein de choses sur le site pour qu'il soit autonome. Lui, il préfère directement vous joindre sur les centres d'appel. Donc, on a vu qu'il y avait une opportunité avec tout l'écosystème de start-up qui se lance sur l'IA en ce moment. Et on s'est dit, pourquoi la relation client ne peut pas bénéficier de toutes ces nouveautés-là ? On parle de commerce conversationnel sur lequel on est également avec les Google Home, Amazon Echo, etc. Mais pourquoi sur un SVI, on est encore dans l'étape de taper 1, taper 2 ? Nous, on a de la chance, on avait peu de niveaux d'information, mais il y a des opérateurs qui ont 3-4 choix qui peuvent perdre le client dans les serveurs vocaux. Donc on avait un objectif, c'était de redévelopper cette autonomie client sur le canal téléphonie avec une expérience aussi fluide que possible, sous forme de conversation. Ce qu'on peut faire sur Google Home, pourquoi on ne pourrait pas le faire sur un SVI ? Donc on a été à la recherche de start-up. On a identifié Coldesk. Et pour débuter, on a voulu voir déjà l'expérience parce que forcément, tout le monde nous annonce que c'est fabuleux. Donc on s'est lancé sur un premier use case plutôt simple pour vraiment tester ce que ça rendait en termes d'expérience client, vraiment pour tester la solution. Ma commande initiale, c'était d'arriver et d'avoir un SVI qui vous demande en quoi puis-je vous aider. Tout le monde m'a regardé avec des gros yeux, on me fait mais tu n'y arriveras jamais, c'est trop gros, le périmètre est trop grand. Donc on a dû s'adapter et faire cohabiter notre serveur vocal actuel avec la solution téléphonie, mais la cible, elle est vraiment là. C'est pouvoir laisser le client s'exprimer librement sur le serveur en serveur vocal. S'il arrive à apporter la réponse aujourd'hui, très bien, il apportera le client, et je pense que le client, on dit que l'humain doit être au centre, il veut parler à un agent, oui, mais s'il arrive à avoir sa réponse immédiatement sans passer par l'humain, ça va bien aussi. Et donc, on a développé ce use case, et aujourd'hui, on a fait cohabiter la solution pour pouvoir dire si on sait répondre il y a quatre use cases qu'on a mis en place. S'il sait répondre, très bien. S'il ne sait pas répondre, on envoie l'information directement à nos conseillers. Donc voilà, c'est l'approche que nous avons aujourd'hui. Et dans le cas de la Poste ? Alors, nous, la stratégie générale de la Poste, c'est simplifier la vie, disait ce matin Vanessa Chocteau. Ça, on l'a vu. Donc, dans simplifier la vie, il y a une notion importante qui est qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution utile. D'où effectivement la façon d'approcher le travail, le partenariat qu'on a eu avec Coldesk. Ce qu'on va faire en utilisant le VoiceBot doit être utile.
On ne va pas utiliser le voice bot à la place d'un humain pour de la productivité. Donc, on a réfléchi avec les équipes du service client de la branche service courrier colis sur notre service consommateur téléphonique. On accueille 11 millions d'appels par an et le courrier à lui seul prend 15 000 appels par jour. Et on s'est dit, dans ce flux, qu'est-ce qu'on peut utiliser, quelle est la solution, l'expérience la plus utile qu'on peut apporter au client en lui disant qu'il va parler à un robot, qu'il ne va pas parler à un humain. La personne nous appelle, en règle générale, on va dire dans 40% des cas, c'est une réclamation. Et là, l'idée, c'est quand même, grosso modo, on est dans une logique émotionnelle, peut-être qu'il faut un humain. Mais même là, on s'est dit, il y a vraisemblablement des cas dans lesquels on peut être utile et être perçu par le client comme offrant une solution utile via un robot. Et il y a un use case qu'on a identifié qui est un motif de réclamation qui est très simple et pour lequel on a besoin que de quelques informations très simples. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai mis en place le langage naturel sur le 3631, sur certaines régions, notamment sur l'Île-de-France, enfin sur Paris et le 92 plutôt, et puis dans les grandes villes de France. Et sur le reste, on a tapé 1, tapé 2, tapé 3, et on a parfois 4 niveaux. C'est l'horreur, mais voilà. Mais il y a une possibilité, c'est sur un motif de réclamation. J'espère que parmi vous, vous ne l'avez pas vécu. Si vous l'avez vécu, venez me voir à la fin, je prends les réclamations. Ouais, il va y avoir du monde. Donc là, c'est un human bot. Donc voilà. C'est lorsque le facteur n'est pas passé depuis 2 ou 3 jours. Vous pouvez être inquiet et dire c'est pas normal, j'ai pas vu mon facteur depuis 2 ou 3 jours. Quand c'est ça, soit sur le DTMF, donc taper 1, taper 2, taper 3, on sait l'identifier, soit sur le langage naturel, on sait l'identifier aussi. Et là, on a travaillé avec Coldesk, qui était déjà identifié dans l'écosystème des startups de la Poste, du courrier. Et on s'est dit, c'est super intéressant si on sait récupérer le nom en langage naturel, le prénom, le nom et l'adresse. Alors l'adresse, c'est compliqué l'adresse. C'est pas 9 rue du colonel Pierre Avia, 75. Déjà, on se perd. Voilà, 015 Paris. Il faut le dire. Eh bien, on s'est dit, si ça, on sait le récupérer, l'injecter dans nos bases, renvoyer au client un numéro de dossier et lui dire demain un facteur va passer. Ça, on s'est dit, ça c'est utile. Et comme le dit Vincent, on l'a fait en 2 mois. On a presque mis plus de temps à payer la facture qu'à le développer. Voilà. Ça, non, mais je le dis parce que c'est aussi le vécu. Oui, oui. Bien de le reconnaître. Non, c'est le client qui le dit, c'est merveilleux. Écoute, je sais ce qu'on vous doit, à toi, à ton équipe. Et je sais effectivement que vous êtes vraiment LME non mais attends, c'est normal qu'un représentant de la direction de l'engagement sociétal dise aussi quelles sont les responsabilités de l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires. Justement, il y a d'autres prestataires qui se plaignent en ce moment. Voilà, ouais. Mais je prends toutes les délais de paiement. Je prends toutes les réclamations. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un mois, alors quand on a commencé, c'est vrai que c'est super impressionnant. Avec les premiers essais, ça marche tout de suite. Après, quand on passe un petit peu en séquence industrielle, on voit monter les capacités. Alors, parce que moi, j'ai vu le langage naturel, j'ai vu, la pesanteur de ces projets-là. Mais là, j'ai vu, alors de loin, parce que moi, j'étais pas à la manœuvre, mais j'étais derrière les équipes du courrier. Et je vois quoi ? Je vois passer le taux de performance du bot. En 1 mois et demi, je le vois passer de 30% à 50%, puis à 80%. Et aujourd'hui, effectivement, on est à 90%. Et je le vois passer comme ça en 1 mois et demi. Je me dis, moi, ça, pour le coup, quand on découvre les bénéfices de l'intelligence artificielle, là, on se dit, voilà, on commence à avoir des idées. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc grosso modo, c'est près de 8000 appels par mois qui passent par ce bot. C'est
grosso modo 8000 réclamations que ne prennent pas en direct nos téléconseillers parce que en fait ils ont assez peu de valeur ajoutée là-dessus. Hein. Et lorsque ça ne marche pas, les 10% qui ne marchent pas, en fait le client, il n'y a pas tapé 3, tapé 4, tapé 5 derrière, c'est direct un téléconseiller qui sait pourquoi il arrive, le client. Et maintenant, le vrai sens qu'il y a derrière cette expérimentation, c'est que la Poste est en train de construire son référentiel de client unique. C'est-à-dire qu'on crée une fiche client, en le disant au client, on crée une fiche client pour pouvoir personnaliser la relation. Eh bien aujourd'hui, le SVI du 3631, il contribue à ce programme de création de fiches client. Donc on a inscrit ce qui était un POC au départ, où j'ai payé la première tournée pour voir, Très en retard. Dans un vrai programme stratégique. Et industriel. Oui, en complément, je trouve qu'on est vraiment au début d'une période intéressante où il y a tout un écosystème de start-up sur l'IA qui va permettre vraiment Il y en a beaucoup dans la salle. d'innover la relation client. Et effectivement, quand on les consulte, on se rend compte qu'il y a plein de belles solutions et elles étaient toutes éligibles à nos projets. Mais effectivement, par ailleurs, chez SNCF, on a une feature team dédiée sur le sujet conversationnel qui va traiter tous les sujets d'intelligence artificielle. Donc, le choix des technologies, est-ce que c'est propre à l'usage du service client ou est-ce que c'est une technologie qui va servir à l'ensemble des métiers de SNCF, l'acquisition, la relation client, etc. Ce sont des vrais sujets qu'on a adressés. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir aller jusqu'au poste du conseiller. Aujourd'hui, on va développer l'autonomie client grâce à ces solutions, mais finalement, on va capter de la data, ce qu'on n'avait pas aujourd'hui sur ces appels. Donc, transformer ces appels en data, alors qu'avant, c'était des conseillers qui vous restituaient un échange de 3 à 8 minutes avec un client. Finalement, tout ça, on va pouvoir le récupérer, on va pouvoir échanger et enrichir. C'est un peu ma question, ça. Est-ce qu'on réussit à augmenter les capacités du conseiller, de l'enrichir, de le rendre plus expert et avec ces bots, justement, on oublie un peu le script qu'on connaissait autrefois. La réponse, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Ce qu'on est en train de faire maintenant et ce qui va venir, parce qu'en fait... une fois qu'on a goûté, c'est comme les soirées vodka, une fois qu'on a goûté, on n'arrête pas. Oui. Voilà. Tu n'étais pas avec prendre nous au CES de Las Vegas. Les exemples chez Marc Dorcel, une fois qu'on a goûté, on n'arrête pas non plus. Bravo. On en apprend tous les jours à la Poste. Voilà. Eh bien, en fait, c'est la constitution de cette fiche client, c'est vrai, c'est de récupérer les trames, et effectivement que lorsque le client va être pris par le téléconseiller ait une relation personnalisée et lui disent bonjour Monsieur Collard, je sais, vous avez tel besoin. C'est-à-dire que l'entrée en relation va se faire directement sur le sujet. Ça ne veut pas dire que... tu vois bien, le sujet dans lequel on est, c'est comment le bot nous aide, l'intelligence artificielle va nous aider à enrichir la relation humaine derrière. Parce que notre stratégie, c'est d'être la première entreprise de proximité humaine quand même. Oui, mais la question sous-jacente, c'est est-ce que je supprime pas parce que j'ai moins de flux ou j'ai des flux qui sont traités autrement? Non. Un peu d'emplois. Est-ce que j'arrive à garder les emplois, les enrichir? Là, la problématique, elle se pose pas. Après, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais la problématique, elle se pose pas comme ça. Aujourd'hui, utiliser la solution Coldesk, pour nous, c'est vraiment l'enrichissement de l'expérience client et surtout de la dimension personnalisation de l'expérience client. Petit mot de la fin, Vincent, peut-être d'autres exemples? Oui, moi je pense que ce qui est intéressant dans ce qui a été dit et ce qui est très important pour nous aussi, c'est que nous, on se positionne vraiment en expert de ces voice bots. Donc, c'est une technologie vraiment dédiée à cette interaction sur le canal voix. Mais nous, on est expert des voice bots. Après, si on veut obtenir une excellente expérience client, il faut vraiment qu'il y ait un travail d'équipe entre le métier qui connaît ses clients et Coldesk, dans notre cas, qui maîtrise ce type d'interaction dans ces technologies-là. Donc, c'est ce qui a été aussi agréable dans ces deux projets, c'est que c'était des projets, celui de la Poste en particulier, c'était un des premiers projets qu'on faisait, assez ambitieux avec cette prise de l'adresse, parce que l'adresse que vous avez citée, ça reste une adresse simple. On a beaucoup de gens en campagne qui vont nous dire moi, je suis à la deuxième à gauche en sortant de telle ville. Et donc ça, c'est plein de cas qu'on a découverts au fil de l'eau, qu'on a réussi à traiter. Mais finalement, on a réussi à avoir cette bonne expérience client parce qu'on a construit ce use case vraiment en collaboration avec l'équipe métier. Nous, on s'est concentré sur notre savoir-faire.
mais c'est vraiment un travail collaboratif et dans lequel, à la fin, il va y avoir un voice bot et un agent qui, idéalement, va vraiment être concentré sur des tâches à forte valeur ajoutée. Donc là, on a des exemples. Nous, on a vraiment 2 types de use case. Le use case où on va traiter toute la tâche de bout en bout, donc c'est un use case vraiment simple. Et puis, on a le use case de qualification, donc qui va être en début d'appel. Donc c'est ce qu'on est en train d'envisager avec La Poste, où on va prendre les 3 informations dont on a besoin pour tous les appels, nom, prénom, adresse. Et c'est vrai que là-dessus, l'agent n'apporte pas une grosse valeur ajoutée. Et c'est mieux qu'il se concentre dans la DMT, finalement, sur vraiment transformer l'expérience client pour que le client mécontent, à la sortie, soit content et passe de client insatisfait à prescripteur, puisque c'est ça le service client, ou bien dans une démarche de génération de revenus qui fasse du rebond commercial ou de l'upsell. Enfin, c'est tout ça qu'on peut mettre en œuvre quand on commence à dégager un peu du temps client. Donc voilà, c'est ça que je voulais. Merci à tous les 3. Je pense qu'on a bien traité le sujet. Merci Raphaël, merci Vincent.